Ok, merci. Bon, désolée de ne pas la faire en anglais, mais mon anglais est trop terrible. Donc, c'est une présentation, c'est un papier que j'ai présenté à une conférence qui s'est déroulée à Kyoto. Donc, c'était aussi en visio, hein, comme maintenant. Donc, c'était fin août. Et normalement, j'aurais dû présenter un petit peu dans le même élan, début octobre. Mais bon, voilà. Petit accident a retardé un petit peu la présentation. Donc, le sujet de cette présentation, l'objectif, c'était de faire une revue sur des papiers qui ont montré, qui ont mis en avant le fait qu'il y a un impact du comportement non linéaire des sols sur la réponse des sites et que ça pouvait être observé au travers d'enregistrements de séismes. Avant de commencer la présentation, je m'étais dit que ce serait peut-être pas mal de faire un petit détail sur, alors, arrêtez diaporama, hop, sur peut-être le comportement non linéaire des sols. Voilà, alors attendez, excusez-moi. Ça marche pas. Bon, du coup, je vais faire, c'est pas grave, je vais faire sur la présentation. Donc en fait, si on prend un petit échantillon de sol qui se trouverait à une certaine profondeur, cet échantillon de sol, il va être sujet à une contrainte verticale et puis à une contrainte horizontale. Et si, donc quand il est au repos, donc il n'est pas déformé. Et là, vous voyez sur cette image, il est déjà déformé. Donc quand il y a le passage d'une onde sismique, et on va prendre juste l'exemple d'une onde sismique cisaillante, elle va créer sur les côtés de ce petit échantillon de sol des contraintes de cisaillement, mais pas que. Elle va aussi créer ici, vous voyez, une déformation cisaillante. Donc l'élément de sol ici va se déformer. Et quand on parle de comportement non linéaire, en général, on décrit ce comportement non linéaire dans le diagramme contrainte, ici déformation. Et donc, on regarde en fait le comportement des contraintes par rapport aux déformations. Et il se trouve que ce comportement va changer en fonction de l'amplitude du mouvement et des cycles de chargement et de déchargement qui vont se produire sur cet élément de sol. Donc là, j'ai mis une petite vidéo qui illustre en fait un modèle, puisque ce comportement, donc, il est réel, et on essaie de les modéliser au travers de différents modèles constitutifs qui expliquent le comportement non linéaire des sols. Donc ici, j'ai pris l'exemple d'un de ces modèles non linéaires, qui est le modèle de IAI. Et donc, vous voyez, donc, ce diagramme ici-là représente le chargement qui va être mis sur cet élément de sol. Et dans ce diagramme ici, vous allez voir la réponse en contrainte et en déformation en même temps. Et donc, ce qu'on voit ici, c'est que, hop, je fais une petite pause. Donc, pour des mouvements, donc là, on a déjà un chargement qui est cyclique, mais avec une amplitude relativement faible. Et on voit que le comportement entre la contrainte et la déformation est linéaire. Donc, on retrouve la loi de Hooke qui lie de façon linéaire la contrainte à la déformation par le module de cisaillement. Et ensuite, quand on augmente la contrainte, l'amplitude de la contrainte, bon, je remets, pardon. Voilà. Hop, j'arrête. Vous voyez à ce moment-là que le comportement devient non linéaire. On n'a plus, donc c'est ici, voilà. On n'a plus une relation linéaire entre la contrainte et la déformation. Et le module de cisaillement, qui était indépendant initialement pour des petites valeurs de déformation, indépendante de la déformation, devient dépendant de la déformation. Et quand on charge et décharge, on va avoir un autre phénomène qui apparaît. C'est des phénomènes de courbe d'hystérésis. Donc, c'est-à-dire que quand on décharge et qu'on revient à une contrainte nulle, on voit qu'on a une déformation permanente de l'élément de sol. Donc, il y a eu une plasticité qui s'est produite au niveau de l'élément du sol. Et puis, quand on continue les décharges jusqu'au bout, on retrouve le comportement non linéaire et on recharge ainsi de suite. Et ces courbes d'hystérésis représentent
soit équivalente en fait à l'atténuation qui peut se produire au niveau de cet élément de sol sur l'onde sismique. Donc, il y a deux choses qui se produisent en même temps quand il y a un comportement non linéaire des sols. Il y a donc la décroissance du module de cisaillement. Donc ça, c'est un modèle non linéaire assez classique où le sol va avoir un module de cisaillement qui va décroître avec la déformation, mais il y a des comportements qui peuvent être différents. Il peut y avoir de l'écrouissage qui peut se produire. Donc c'est un mouvement non linéaire, mais avec une augmentation du module de cisaillement, mais de façon classique. Dans les sols, c'est plutôt une décroissance du module de cisaillement qui est observée. Et puis, en même temps, une augmentation de l'atténuation. Donc ça a deux effets sur la réponse sismique des sites. Donc ici, je vous présente 4 sites du réseau japonais KIKNET. Donc c'est un réseau qui est vraiment intéressant parce c'est un réseau dense de capteurs. Il y en a plus de 700 sur tout le Japon. Et il est intéressant parce qu'il y a un capteur sismologique en surface et un capteur sismologique en profondeur. Donc, ces deux capteurs enregistrent les séismes et on peut, pour tous les séismes, réaliser le rapport des spectres de Fourier de la surface par la profondeur et obtenir la réponse du forage, la réponse sismique du forage. Donc, ces courbes noires que vous voyez ici représentent la réponse sismique de ce site, donc, qui s'appelle IBRH 11, pour l'ensemble des répliques du séisme de Tohoku. Donc, la courbe en noir ici représente la variation de la courbe de réponse pour les répliques à 1 percentile, et puis en gris, c'est à 2 percentiles. J'ai sélectionné 4 sites différents de ce réseau japonais avec des valeurs de VS30 différentes. Donc, le VS30, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est la valeur moyenne de la vitesse de propagation des ondes de cisaillement sur les 30 premiers mètres de sol. Et c'est un paramètre qui est assez important puisque c'est celui qui est utilisé dans les euroconduites pour pouvoir classifier un sol en termes d'effet de site, en termes de potentialité d'amplification. Donc, vous voyez ici 4 sites différents avec un VS30 faible qui représenterait un site plutôt meuble, et ensuite jusqu'à Miyagi 04 qui est un sol avec un VS30 qui dépasse 800 mètres par seconde, qui serait caractérisé par les euroconduites, en tout cas de site au rocher. Même si vous voyez ici qu'il y a une amplification de site, puisqu'il y a des couches superficielles qui ont des vitesses assez faibles, et donc il y a un contraste d'impédance proche de la surface qui crée cette amplification-là. Et donc, je reviens au comportement non linéaire des sols. Donc ici, vous avez les courbes de réponse pour ces 4 sites pour des mouvements faibles, les répliques. Et si je superpose la réponse pour le mouvement le plus fort de Tohoku en rouge, vous voyez qu'il y a une modification significative de la réponse pour chacun des 4 sites, quelle que soit la VS30 qu'on regarde. Et on va observer 2 principaux phénomènes, qui est un décalage des fréquences de résonance vers les basses fréquences, et puis une diminution de l'amplitude. Et donc, ces 2 effets que vous voyez sous la réponse du site reflètent les 2 impacts du comportement non linéaire des sols. Donc, une décroissance du module de cisaillement, ça veut dire une décroissance instantanée de la vitesse de propagation de la vitesse des ondes de cisaillement dans le milieu. Et comme les fréquences de résonance sont proportionnelles à la vitesse de propagation, il y a aussi une décroissance de ces fréquences de résonance. Et puis, l'augmentation de l'atténuation fait que l'amplification, finalement, est moindre pendant les événements les plus forts. Donc, il y a une diminution de l'amplification, mais vous voyez qu'à certaines fréquences, à cause du décalage des fréquences, on peut avoir une amplitude d'amplification plus importante pour des mouvements forts que pour des mouvements faibles. Donc, le comportement non linéaire des sols, ce n'est pas uniquement une baisse de l'amplification. Bon, maintenant que j'ai fait un peu cet aparté sur le comportement non linéaire des sols, je vais revenir un petit peu dans le sujet de cette présentation qui était, donc je reviens à l'introduction, l'observation du comportement non linéaire des sols dans les données sismologiques.
Alors, quand j'ai reviewé ces 80 papiers, donc ici, vous en avez un certain nombre qui sont plotés sur ce diagramme. Donc, j'ai essayé de trouver des chiffres un peu clés que j'arrivais à retrouver d'un papier à un autre. Et un des paramètres qui était souvent reporté dans la plupart des papiers, c'est un PGA, donc l'accélération maximale de l'événement sismique, à partir duquel on peut observer un comportement non linéaire des sols dans les données sismologiques. Et donc, j'ai reporté cette valeur qui a été mentionnée dans les différents papiers sur ce graphique en fonction de l'année de publication du papier. Donc, de façon étonnante, on voit que le PGA seuil à partir duquel on observe un comportement non linéaire des sols diminue depuis dans les années de publication. Donc évidemment, le sol, en 40 ans, ils n'ont pas changé de comportement. Et donc forcément, c'est notre vision du comportement non linéaire des sols dans les données sismologiques qui a évolué. Donc j'ai récapitulé ici, je pense, 4 ou 5 explications qui peuvent expliquer un peu cette observation. La première étant qu'on est sorti du déni, c'est-à-dire que le comportement non linéaire des sols, c'est quelque chose qui a été très vite, dès les années 60-70, très vite reconnu dans la communauté géotechnique, puisque c'est d'abord par les essais en laboratoire qu'on a pu quantifier le comportement non linéaire des sols. Mais au niveau de la communauté sismologique, c'était quelque chose qui est resté encore relativement, on va dire, transparent. C'est-à-dire qu'on pensait que ça n'affectait pas autant qu'on le pensait les données sismologiques. Ensuite, deuxième explication, on a augmenté la qualité et le nombre d'enregistrements depuis les années 80. On a modifié les méthodes d'analyse et on verra aussi qu'on a différentes signatures du comportement non linéaire des sols dans les données. Donc, je vais revenir sur chacun de ces points. Le premier, donc le fait qu'on soit sorti du déni quelque part. Et pour illustrer un peu ça, j'ai choisi 3 exemples de papiers dans lesquels une interprétation a été faite à l'époque des données. Et à l'heure actuelle, si j'avais les données en face de moi et que je devais faire un papier, disons que je pense que j'aurais une conclusion un peu différente. Donc ici, vous avez donc une figure qui est issue d'un papier de Tucker en 88. Donc c'est la réponse du site d'une vallée du Tadjikistan qui a été calculée pour des mouvements faibles sur la composante est-ouest en haut et puis pour des mouvements forts en bas. Et donc, la conclusion du papier a été de dire que c'était très similaire sur les mouvements faibles et sur les mouvements forts et que donc il n'y avait pas de comportement non linéaire des sols. Donc ici, en bleu, j'ai pointé la fréquence de résonance fondamentale de ce site, qui se trouve être vers 3 Hz, pour les mouvements faibles. Et moi, si je devais analyser ces données, bon, je sais que c'est un décalage assez peu marqué, mais j'aurais tendance à dire que oui, il y a un décalage en fréquence et oui, il y a eu du comportement non linéaire des sols sur ce site. Deuxième exemple, ici, c'est un papier de Darragh en 91. C'est la station de Gilroy aux États-Unis. Et la réponse des sites ici a été calculée à partir des répliques du séisme de Loma Prieta. Et puis, vous avez également ici, donc, peut-être que je peux... Voilà. Ici, vous avez le mouvement fort en rouge, là, que je suis en train de surligner. Voilà, bon, je ne sais pas où il va trop après. Et puis, les autres courbes représentent les mouvements faibles. Et donc, la conclusion de ce papier a été de dire, encore une fois, que la variation entre les mouvements faibles et les mouvements forts n'était pas suffisamment grande pour pouvoir parler de comportement non linéaire des sols. J'ai pointé ici les 2 premiers pics de résonance de ce site, en bleu, pour les mouvements faibles. Et si je pointe les mêmes pour les mouvements forts, je vois 2 choses. Je vois un décalage en fréquence net et une atténuation aussi de l'amplification. Donc, deux
on va dire, deux preuves qu'il y a eu un comportement non linéaire des sols sur ce site. Et dernier exemple, c'est un papier de Jarpe en 88. Donc, sur ce graphique a été calculé donc cette courbe, enfin cet ensemble de courbes ici, c'est la réponse pour les mouvements faibles. Voilà. Et puis en noir ici, vous avez la moyenne des mouvements forts. Et puis l'écart type qui est associé. Donc quand ils ont analysé cette figure, la conclusion du papier a été également qu'il n'y avait pas de comportement non linéaire des sols, puisque la réponse des mouvements forts ne sortait pas de façon significative de la réponse linéaire des sols. Et ici, vous avez une figure qui est assez similaire. Donc, on retrouve la réponse avec plus ou moins un écart type des mouvements faibles et puis la réponse des mouvements forts individuels. Et moi, si je devais interpréter ces données à l'heure actuelle, je verrais donc, clairement qu'il y a un décalage en fréquence pour les mouvements forts par rapport à la variabilité naturelle des mouvements faibles et que, en l'occurrence, pour ces deux mouvements forts, il y a vraiment une sortie de l'écart type pour les mouvements faibles, donc c'est significatif. Donc, tout ça pour vous dire qu'entre les années 80 et les années 90, voilà, on était en train d'essayer, enfin les chercheurs étaient en train d'essayer de montrer que ce comportement non linéaire des sols était présent et qu'il affectait effectivement de façon importante les données sismologiques. Et donc, fin des années 80 et pendant les années 90, il y a eu un ensemble de papiers qui ont fait des revues justement de ces observations non linéaires pour mettre en avant que oui, il y avait un impact et qu'il fallait, considérer ce comportement non linéaire des sols quand on faisait des calculs d'aléas sismiques. Bon, je ne vais pas revenir sur l'ensemble de ces papiers, je continue. Donc, je vous disais que non seulement on est sorti du déni, mais en plus, depuis les années 80, on a une qualité et un nombre de données qui a augmenté de façon exponentielle, surtout au niveau des réseaux verticaux. Donc, entre 2000 et 2003, 85% des stations qui sont à l'heure actuelle disponibles en réseaux verticaux ont été déployées. Donc, depuis les années 2000, on enregistre de plus en plus de séismes sur ces réseaux. Donc, ces réseaux, ils sont vraiment essentiels parce qu'ils représentent des laboratoires naturels pour étudier la propagation des ondes sismiques dans les couches de sol proches de la surface. Et ils sont vraiment très intéressants pour étudier le comportement non linéaire des sols, puisqu'on peut comparer la réponse pour des mouvements faibles et pour des mouvements forts. Donc, non seulement on a un nombre de stations qui a augmenté, ces stations, elles ont été aussi améliorées, en passant de stations analogiques à des stations digitales. On est passé d'enregistrements déclenchés à des enregistrements continus. Et donc, on a multiplié les données. Et tout ça, bien sûr, parce qu'on est capable d'échanger, on est capable de sauvegarder, on est capable de calculer de façon plus performante à l'heure actuelle. Et donc, un autre graphique que j'ai pu faire quand j'ai fait ma revue, c'est que je suis allée aussi chercher dans chacun des papiers le nombre de données qui avaient pu être analysées pour regarder le comportement non linéaire des sols. Et donc, ce qu'on peut voir ici, c'est que entre les années 80 et les années 2000, on a jusqu'à une centaine d'enregistrements qui ont pu être analysés en même temps pour un article, pour pouvoir regarder ça. Mais en général, c'était plutôt une dizaine, voire quelques dizaines de séismes qui étaient analysés. Alors, certains papiers, déjà entre les années 90 et les années 2000, ont analysé plusieurs presque milliers de données ici. Et ça, c'est des papiers qui ont traité de la comparaison de lois d'atténuation par rapport à une évaluation, par rapport aux enregistrements qui ont pu être faits, et de voir qu'en fait, les lois d'atténuation surestimaient l'accélération enregistrée, et c'était une preuve qu'il y avait eu un comportement non linéaire des sols qui avait atténué l'accélération maximale.
Et ce qu'on voit également, c'est qu'à partir des années 2005-2006, le nombre de données explose vraiment. Donc, on est vraiment capable d'analyser beaucoup plus de données. On en a plus, mais aussi, elles sont disponibles. C'est-à-dire que ce qu'on voit aussi sur ce graphique, c'est qu'il y a un code couleur que j'ai mis ici, c'est toutes les données qui ont été utilisées par région du monde. Et ce qu'on peut voir, c'est que les derniers papiers qui ont été publiés concernent principalement les régions du Japon et de la Chine. Et c'est des endroits, enfin surtout le Japon, des endroits où on a accès à des données de façon gratuite. Donc la coopération et l'accès aux données est également un point fort d'avancée. Donc ça, c'était pour la partie données. Donc une amélioration qui a été faite également pendant ces années, c'est les méthodes d'analyse, évidemment. Donc, avec l'utilisation notamment d'outils statistiques de plus en plus performants, et ça, c'est grâce au nombre de données qui sont disponibles aussi. Et puis aussi de méthodes de traitement du signal plus performantes. Donc, par exemple, l'utilisation de la transformée de Stockwell ou l'interférométrie. Et on va voir un peu de détails sur ces méthodes-là. Donc, on a plus de données, on a des façons de calculer ou de processer les données qui sont améliorées. Et donc, on va pouvoir regarder dans les données des choses de façon un peu plus précise. Donc, les premières signatures du comportement non linéaire qui étaient observées dans les données sismologiques, c'était principalement une baisse de l'amplification à haute fréquence. Donc, c'est le papier dont je vous ai parlé qui comparait ce que donnaient les lois d'atténuation par rapport à ce qui était enregistré. Et quand il y a un décalage sur le PGA, sur l'accélération maximale, ça peut être imputé à un comportement non linéaire des sols. Deuxième signature assez fréquente qu'on peut retrouver dans ces papiers, c'est le décalage de la fréquence de résonance dans le domaine vers les basses fréquences, et puis son évolution même dans le temps au cours d'un séisme. Pendant ma thèse, j'ai analysé donc, ce décalage en fréquence. Donc, j'ai pris l'ensemble des stations du réseau KickNet et l'ensemble des enregistrements qui avaient été faits sur ces stations. J'ai comparé la réponse linéaire moyenne et j'ai calculé un écart entre le pic pour chacun des événements et la moyenne pour des mouvements faibles. Et donc, ce qu'on peut voir, c'est qu'à faible PGA, on a une variabilité de la fréquence de résonance fondamentale qui peut être plus élevée ou plus élevée. Donc ici, si le shift est positif, ça veut dire que ça veut dire qu'elle est plus basse que la fréquence de résonance moyenne linéaire. Et si le shift est négatif, ça veut dire qu'elle est plus haute. Donc, pour des PGA qui sont faibles, on a simplement ici une variabilité de la fréquence de résonance des sites. Et quand on augmente le PGA, on voit que globalement, la moyenne du shift de fréquence reste au-dessus de 0. Donc, il n'y a aucun shift en dessous de 0. Et donc, tout ce qu'on voit ici au-dessus représente un effet du comportement non linéaire des sols, donc un décalage des fréquences vers les basses fréquences. Et ce qui est assez notable dans cette figure, c'est que quel que soit le site que vous regardez, de façon statistique, il y a un décalage en fréquence. Une autre étude que je voulais vous présenter ici, c'est une étude qui a été faite par Fabian Bonilla. Donc là, cette fois-ci, au lieu de regarder la variation de la fréquence d'un événement à un autre, on regarde la variation de la fréquence au sein d'un événement. Et donc, ici, vous avez les fréquences en ordonnée, le temps ici, et puis l'amplitude, c'est le code couleur. Et donc, ce qu'on peut voir, c'est qu'on voit la décroissance de la fréquence de résonance fondamentale ici, lors de la première phase du séisme de Tohoku. Et ensuite, sur des mouvements faibles, il n'y a plus de décalage. Et ensuite, quand arrive le deuxième pulse, puisque ça a été le cas pour certaines stations d'enregistrer 2 pulses pendant le séisme de Tohoku, on voit également de nouveau
une chute de la fréquence de résonance de ce site. Une autre signature qui peut être vue dans les données sismologiques, c'est l'augmentation de l'amplification à basse fréquence. Et c'est ce que je vous ai présenté en introduction. Donc, le décalage des fréquences peut induire une amplification plus importante pour des mouvements forts que des mouvements faibles. Et une autre signature qui est moins fréquente, c'est le fait d'observer des spikes à haute fréquence, donc des augmentations de l'amplification à haute fréquence. Et c'est un comportement assez spécifique de sols qui sont des sols sans cohésion, pardon, et puis saturés en eau. Donc, c'est des sols qui pourraient engendrer de la liquéfaction et qui peuvent ici, en tout cas qui ont ici, et c'est comme ça que Archuleta et Bonilla ont expliqué ces observations, qui ont subi ce qu'on appelle de la mobilité cyclique. Et cette mobilité cyclique crée des surpressions en profondeur, et ces surpressions induisent des pics à haute fréquence après la phase forte du séisme. Donc, c'est ces spikes que l'on peut observer ici. Donc, le comportement non linéaire des sols dans ce cas-là, pour ce type de sol, ne va pas atténuer les hautes fréquences, mais va plutôt les augmenter. Pour pouvoir quantifier ces impacts du comportement non linéaire des sols sur la réponse des sites, et puis pouvoir aussi avoir une évaluation de façon in situ des paramètres non linéaires des sols, il y a des auteurs ont développé des méthodes pour pouvoir inverser les données sismologiques et obtenir en inversion les propriétés dynamiques du sol. Donc, soit la décroissance, la réduction du module de cisaillement avec la déformation, soit les contraintes des formations, donc les courbes d'hystérésis, soit éventuellement même la réduction de la vitesse des ondes de cisaillement durant le séisme. Donc ici, vous avez des exemples de ces applications. Donc, dans les papiers de Weneta 94 et Aguirre et Irikura 97, vous avez l'inversion du profil de vitesse pendant le séisme fort. Et vous voyez qu'après le choc principal, vous avez une décroissance de la vitesse de propagation des ondes de cisaillement dans le milieu. Pavlenko et Irikura en 2002 ont inversé, donc on calculé en fait la réponse à l'aide d'un code numérique non linéaire qui utilise des courbes d'hystérésis, des modèles avec des courbes d'hystérésis, et en fait ils ont inversé les données pour retrouver les courbes d'hystérésis selon la profondeur où ils se produisaient. J'avance un peu parce que je vais être un peu longue et je voudrais un peu de temps pour les questions. Donc, en dehors de ces inversions, il y a aussi des paramètres qui ont été définis pour pouvoir quantifier l'impact du comportement non linéaire des sols sur la réponse des sites. Donc, le premier paramètre, c'est le paramètre qui s'appelle DNL, qui est le degré de non-linéarité. Voilà. Donc, c'est un paramètre qui a été défini en 2008 par Naguchi et Sasatami. Donc, ici, en noir, vous avez la courbe de réponse du site pour les mouvements faibles et en rouge pour les mouvements forts. Ils ont calculé l'aire entre ces deux événements et ils ont simplement défini le degré de non-linéarité comme étant la somme des aires entre les deux événements. Gofrani, en 2013, a utilisé le rapport des fréquences de résonance linéaires sur non linéaires. Dans ma thèse, j'ai défini donc, le rapport, le shift de fréquence, donc je vous l'ai présenté sur une figure tout à l'heure, donc ce décalage en fréquence ici. Et j'ai défini également un paramètre qui s'appelle PNL, donc, qui est très proche et qui a été défini à partir du paramètre DNL de Noguchi, qui est cette fois-ci une normalisation de l'aire entre la courbe du mouvement fort ici, et puis l'écart type des mouvements faibles. Donc, et ça, c'est normalisé par la courbe qui se trouve sous l'aire
de la courbe moyenne de réponse linéaire. Donc, l'intérêt de ce paramètre-là par rapport au DNL précédent, c'est que c'est un pourcentage, donc ça donne un pourcentage de modification de la réponse des sites. Et puis, le deuxième intérêt, c'est de prendre en compte la variabilité de la réponse linéaire des sites pour pouvoir s'assurer que c'est significatif. Donc, à l'aide de ce paramètre-là, j'ai défini également un seuil de PGA à partir duquel il y a au moins 10% de modification, donc PNL dépasse 10%. Et puis, d'autres paramètres qui sont plus des paramètres qui permettent de quantifier les fréquences qui sont affectées par le comportement non linéaire des sols. Donc ici, on a tracé le rapport de la courbe de réponse non linéaire divisée par la courbe de réponse linéaire. Et donc, on va retrouver à basse fréquence une amplification par rapport à la réponse linéaire, et puis à haute fréquence, une désamplification qui est due à l'atténuation. Et le FNL, donc, est la fréquence qui sépare ces deux comportements. Et puis, par la suite, d'autres paramètres ont été définis. Donc, ADNL, qui est très proche du DNL, mais qui prend en compte la variabilité de la réponse linéaire. Et FSP en 2020, qui est aussi un paramètre qui définit un shift de la fréquence de résonance. Voilà, et donc j'ai surligné ces deux approches ici, parce que non seulement on allait un peu plus loin que juste quantifier le comportement non linéaire des sols sur la réponse des sites, on a essayé de définir des facteurs de correction de ce comportement pour pouvoir éventuellement appliquer à un site où on n'aurait pas de mouvement fort une correction du comportement non linéaire des sols pour pouvoir prédire ce qui pourrait se passer pour des mouvements plus importants. Donc ici, vous avez un exemple d'application. Donc vous avez une amplification linéaire sur un site. Donc cette application que je vous présente ici, c'est une application qu'on a fait pour un benchmark au cours de cette même conférence. Donc, on avait accès à des données de mouvement faible, donc on a pu calculer l'amplification linéaire du site. On avait accès à des paramètres du site, donc notamment VS30 et le PGA. Et donc, on a pu, grâce à ces deux paramètres, définir une courbe donc non linéaire, surlinéaire, qui avait cette forme-là. Donc, ces courbes génériques ont été définies en analysant de façon statistique avec des réseaux neuronaux l'ensemble du réseau japonais KICnet. Et donc, pour ce site, on a pu définir cette courbe corrective du comportement non linéaire des sols. Et quand on l'applique à la courbe de réponse linéaire, on voit que la courbe de réponse non linéaire est légèrement différente de la réponse linéaire, avec notamment des atténuations à basse fréquence, mais aussi une augmentation de l'amplitude à basse fréquence. Et la deuxième méthode est basée sur l'utilisation des mouvements faibles ici, pour lesquels on calcule un shift de la fréquence en fonction du PGA. Et donc on calcule ça pour des mouvements faibles et des mouvements intermédiaires. On définit une courbe qui a une allure en tangente hyperbolique, et on va extrapoler le shift qui pourrait se produire pour un événement plus fort. Et une fois qu'on obtient ce shift, on va l'appliquer à la courbe de réponse ici linéaire pour obtenir une courbe de réponse non linéaire avec un décalage en fréquence. Donc voilà, j'en ai fini avec la revue et les perspectives qu'on peut avoir sur l'observation sismologique, enfin, du comportement non linéaire des sols sur les données sismologiques, c'est de toujours augmenter le nombre de données, parce qu'on voit qu'on arrive à être de plus en plus précis pour définir des PGA seuil. Et donc, il faut continuer. Et pour ça, il nous faut toujours plus de données. Donc, continuer à développer les réseaux verticaux. Pourquoi pas essayer de densifier ces réseaux également, puisque là, pour l'instant, par exemple, sur les données KICnet, on n'a que
un accéléromètre en surface et en profondeur. Donc, si on avait plusieurs profondeurs, ce serait encore plus intéressant. Pourquoi pas utiliser des fibres optiques pour éventuellement mesurer aussi la déformation, donc coupler aussi différents types d'instruments, donc des accéléromètres, mais peut-être aussi des fibres optiques et pourquoi pas des capteurs qui mesurent la pression d'eau. Pour pouvoir dériver des corrélations entre les paramètres non linéaires et puis des paramètres géotechniques plus simples, qui pourraient nous permettre d'obtenir une caractérisation non linéaire des sols, il faut pouvoir caractériser ces sites et c'est souvent peu fait. Ensuite, évaluer les incertitudes, bon, ça c'est un peu itinérant à tous les domaines, mais voilà, il faut continuer là-dedans. Et vraiment, ce qui était notable aussi dans cette revue, c'est que le développement de ces observations a pu être fait uniquement parce qu'il y a eu une grande coopération et le fait que les données ont été vraiment proposées, et notamment sur le réseau KickNet, à l'utilisation de tous. Et c'est ça qui a fait qu'on a réussi à vraiment améliorer notre vision du comportement non linéaire des sols. Voilà, j'en ai fini. Ça, c'est l'ensemble des papiers reviewés. Si vous êtes intéressé, je peux vous les communiquer. Merci beaucoup.